2 tours à droite pour allumer les phares. Le clignotant, gauche, droite, normal. Mais attention, il ne revient pas automatiquement. Il faut le remettre après chaque tournant. Un son de casserole, du carton dans la carrosserie, pollution optimale. Vitesse de croisière 40 km/h. Voici la Trabant, le fleuron technologique de la défunte République démocratique allemande. Ans après la chute du mur, la Trabant n'est plus que le vestige touristique d'un pays disparu. Un véhicule exotique qu'on emprunte en convoi pour un voyage au temps de la RDA communiste. Nous passons ici sur la bande de la mort, le long d'une partie restante du mur. À gauche, Berlin-Ouest, à droite, Berlin-Est. Dès le début des années 60, la Trabant était déjà démodée. Pourtant, beaucoup d'innovations étaient testées en secret dans les usines. Mais les dirigeants n'en ont pas voulu. Les dirigeants de RDA ne voulaient qu'une seule voiture. Le peuple n'avait pas besoin de plus. Après la réunification, on a malheureusement détruit presque tout le mur. Il reste trop peu de souvenirs de ce bon vieux temps. Ici, c'est le plus long bout de mur qui existe encore. Quand je passe devant, je me sens un peu comme au temps de l'Est. Ce goût nouveau pour une époque révolue porte un nom. L'Ostalgie, la nostalgie de l'Est. Et l'Ostalgie a maintenant son hôtel à Berlin, l'Hostel. 39 chambres décorées dans le plus pur style RDA, des fleurs jusqu'au papier peint. Un hôtelier de 35 ans, Daniel Elbig, qui cultive le souvenir d'une enfance heureuse à l'Est. Cette coiffeuse est tout à fait typique. Chaque femme avait la même dans sa chambre à coucher. Nous sommes aussi très fiers d'avoir mis un poste de radio authentique dans toutes les chambres. Voilà un lit d'origine, très représentatif du style RDA, avec son étagère. C'était la Rolls-Royce des lits. Mais il faut avouer que peu de gens avaient un portrait d'Eric Honecker au-dessus de leur lit. Ça, c'est un clin d'œil pour les clients. En fait, certains le décrochent et le posent dans un coin. Daniel Elbig a grandi côté privilégié, avec des parents artistes et le droit de voyager. Son hostel vend une RDA souriante. Pour moi, l'ostalgie, c'est le souvenir d'un pays oublié, dont on a voulu se débarrasser trop rapidement, et dont on se rappelle aujourd'hui. Ici, les gens découvrent un morceau d'histoire. Ils peuvent même la palper. Ce n'est pas Disneyland, rien n'est factice, tout vient de la RDA. C'est presque comme un musée où on peut toucher. La République démocratique allemande fut pendant 40 ans la vitrine du monde communiste. Un pays phare du bloc de l'Est qui s'autoproclamait champion du développement industriel et de la pureté idéologique. Un pays où régnait la dictature du prolétariat. Un État où le parti unique et ses dirigeants infaillibles faisaient le bonheur du peuple.
Mais un pays prison, dont on ne pouvait sortir librement. Un peuple enfermé derrière un mur. 17 millions d'habitants sous surveillance. Leurs faits, leurs gestes, même leurs pensées scrutées par l'œil omniprésent de la police politique, la Stasi. Mur, Stasi, dictature, tout s'effondre en même temps par une nuit de novembre 1989. Absorbée par l'Allemagne réunifiée, la RDA est la perdante de l'histoire. Sa légende noire commence. Je crois qu'on a perdu le convoi. Ah non, ils sont là. Beaucoup de rues ont changé de nom par ici. On a remplacé les noms des dignitaires communistes par ceux de généraux, de vieux militaristes. C'est dommage. À mon avis, il ne fallait pas tout enlever. Quand vous parlez avec des gens de l'ancienne RDA, des chauffeurs de taxi, beaucoup se demandent pourquoi il fallait démolir le palais de la République. Il ne restera bientôt plus rien du palais de la République, le siège du pouvoir communiste. Ce symbole architectural de la dictature doit disparaître du cœur de Berlin, officiellement pour cause d'amiante. On est devant les restes de l'ancien palais de la République, le bâtiment le plus représentatif de la RDA, condamné à mort pour payer pour la réunification. Fred Rubin est venu de l'Ouest en sauveur de patrimoine. Après la réunification, il obtient au culot de pouvoir récupérer le mobilier du palais dont personne ne voulait plus. Il s'empare alors des luminaires du Grand Hall, des bureaux des dirigeants du parti. Les joyaux de l'esthétique socialiste tombent entre ses mains d'artiste, même le bar de la cantine des fonctionnaires. Tout est à moi! Et moi, je peux bien imaginer que les fonctionnaires de l'État à l'époque, ils ont bien pris un petit schnapps cul sec autour du bar pour voir mieux et plus clair le futur de la RDA. Alors j'ai arraché, démonté, comme on dit, le bar. J'ai construit une machine au milieu de ce truc rond. Et la construction elle permet de monter le bar et de la tourner pour avoir un effet du détournement de l'histoire. Les lampes du comité central, les lumières du pouvoir communiste recyclées dans le sous-sol d'un restaurant. Fred Rubin manie avec dérision les meubles et les accessoires de la dictature, sa façon de faire sortir de la disgrâce une certaine Allemagne de l'Est. On ne peut pas avoir du futur quand on n'a pas de passé. Quand même, on ne peut pas dire qu'il y a eu 17 millions des Allemands de l'Est qui ont été des méchants. Alors, il y a eu quand même une vie pendant des dizaines d'années, une vie qu'on ne peut pas effacer. Ce n'est pas les lampes qui sont coupables aux saloperies qui sont arrivées. Et, la mémoire de ce peuple, et on ne peut pas la jeter dans la poubelle. La marque de l'Est s'inscrit encore dans la pierre et dans le bronze. Elle laisse aussi son empreinte plus profonde sur tous ceux qui sont nés et ont grandi en RDA. Hagen Koch a longtemps été un enfant chéri du régime. Cet ancien officier de la Stasi est l'homme qui a dessiné le tracé du mur. Un mur dont on entretient le terrible souvenir à Checkpoint Charlie, le plus célèbre point de passage entre Berlin-Ouest et Berlin-Est.
Ce bâtiment-là, c'est celui-ci. Et ce mur ici, il était là. La vie d'Hagen Koch se confond avec le mur. Il en est l'historien amateur. Il en fut, à l'âge de 21 ans, le cartographe officiel. Il est aux premières loges de sa construction en août 1961. Il vient alors à Checkpoint Charlie, où la tension entre l'Ouest et l'Est menace de dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Ce mur, c'était la frontière. Cette maison est à l'ouest. Le trottoir, lui, est à l'est. Le 15 août 1961, dans l'après-midi, j'arrive de l'est, mes cartes topographiques à la main. Du côté Berlin-Ouest, il y a des manifestants. Alors on me donne l'ordre de tracer une ligne blanche, ici, pour marquer la frontière entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Je mets mon pied droit à l'ouest, le pied gauche à l'est, et je trace cette ligne blanche. À l'époque, j'étais persuadé d'œuvrer pour la paix, contre les méchants de l'Ouest. Alors que le mur ne servait qu'à empêcher les gens d'ici de fuir vers là-bas. Mais c'était en 1961, je n'avais pas encore eu le déclic. Quand ce déclic viendra, Hagen Koch voudra démissionner de la Stasi. Il connaît alors la prison, puis il est mis au placard du régime. Lui-même victime du monstre qu'il a contribué à créer. Sur cette carte est représenté tout le système du mur. Cette ligne rouge, c'était la frontière pour les citoyens de RDA. Et il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sortes de barrières successives, toutes différentes, pour empêcher les gens de fuir vers l'ouest. J'avais 5 ans à la fin de la guerre. L'Allemagne était complètement détruite. Et on nous disait, à nous, les enfants, que l'Ouest, c'était le capitalisme. C'était la guerre. Voici ce qu'on distribuait alors dans les boîtes aux lettres. Sur ce tract au dos, il y a une photo de moi. Je suis le seul en uniforme. Et je sers de modèle pour inciter les jeunes à s'engager dans l'armée de RDA. C'est dans cet univers que l'on baignait à l'époque. Il faut raconter les choses comme on les a vécues. Hagen Koch est l'enfant d'un immense espoir, né d'une immense tragédie. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie vaincue est partagée par les vainqueurs. En 1949, la zone occupée par l'Armée rouge devient un pays communiste, la République démocratique allemande. Die Menschen waren zu neuen, größeren Taten bereit. Aux avant-postes du bloc de l'Est, face à un Ouest diabolisé, ici, on croyait construire la paix et la prospérité. Ici, on bâtissait des lendemains qui chantent. Un pays neuf, un avenir forcément radieux, un peuple tenu sous le charme par la propagande et l'enthousiasme des débuts. La RDA a eu son âge d'or. Ce bon vieux temps de la RDA a aujourd'hui son musée. De l'histoire mise en boîte, qui rappelle ses côtés obscurs, qui conserve aussi les traces laissées par 40 ans d'une autre vie quotidienne. Ça me rappelle quand je faisais la cuisine avec maman. Quand je vois ces couverts, là c'est dommage car on ne peut pas les attraper, mais ils sont tout légers, en aluminium. Parfois quand on mettait une cuillère dans la bouche, on prenait l'électricité. Tout ça fait revenir le passé, ça fait plaisir.
Cette RDA pour touristes, pittoresque et chatoyante, fait ressurgir un art de vivre oublié, lui aussi balayé en bloc par la réunification. Pourtant, derrière le mur, l'Est savait parfois fabriquer de bons produits. C'est l'histoire des Ampelman, les personnages des feux pour piétons. Ils avaient presque tous disparu, remplacés par les signaux de l'Ouest. Aujourd'hui, les Ampelman sont de retour sous la pression populaire. Plus lisibles, plus sympathiques et plus familiers, les personnages à chapeau ont reconquis les rues de Berlin, Est comme Ouest. Les Ampelman font même l'objet d'un culte singulier, mélange de réflexes identitaires et de déclinaisons marketing. Cette alliance entre le capitalisme et un produit du socialisme a été initiée il y a 10 ans par Markus Eckhausen. Jeune designer venu de l'Ouest, il a su gagner la complicité de Carl Peglo, le créateur des Ampelman. Au début, ce cher Markus me semblait bien suspect. Je ne voulais pas donner les Ampelman pour la publicité. Leur place est dans la rue. Mais à cause du nouvel ordre social, on les a enlevés des rues. Alors j'ai compris que ce ne serait qu'avec son aide, avec le design, avec la publicité, qu'on pourrait sauver l'Ampelman pour qu'il revienne dans la rue. Quand Carl Peglo a conçu les Ampelman en 1961, il était psychologue dans les transports, un métier disparu en même temps que la RDA. Et sa création était propriété collective. Commercialiser, c'était un mot inconnu en RDA. Nous, on donnait les choses ou on les jetait. On n'avait pas l'idée de commercialiser un produit, même bon. Le succès des Ampelman, c'est la petite revanche d'une moitié d'Allemagne vaincue qui cherche encore sa place dans l'Allemagne d'aujourd'hui. Au début, on est venu de l'Ouest en imposant nos produits. On disait que tout ce qui était de l'Est était bon à jeter. L'Ampelman a été victime de cette mentalité de vainqueur. L'Ouest a découvert que dans cette autre Allemagne, on savait aussi bien travailler et faire de bonnes choses. Parfois même mieux. L'Ampelman n'est pas simplement un symbole de nostalgie. Il montre qu'on peut être au même niveau. Il n'est pas seulement un souvenir du passé. Il montre qu'on peut aller ensemble vers l'avenir. La RDA communiste mettait en avant ses performances industrielles. Elle se voulait alors l'égale de l'Ouest, avec sa télévision en couleur et même de la publicité pour ses produits vedettes. Frühling für ihre Haut mit Florena-Creme. Täglich verwendet bleibt ihre Haut elastisch und jugendfrisch. Weil Florena-Creme die Haut schützt und sie weich und geschmeidig macht. Florena-Creme und sie fühlen sich wohl in ihrer Haut. Voici le produit tel qu'il existait du temps de la RDA, avec son extrait de camomille, anti-inflammatoire. Ce produit était très prisé et j'ai moi-même utilisé cette crème pour mes enfants quand ils étaient petits. Ça marche aussi contre les rougeurs. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de produits spéciaux pour les bébés, je prenais ça pour mes enfants. Ils ont grandi avec cette crème. La crème de beauté Florena, un produit plus vieux que la RDA, est l'un des rares qui lui survivent. Après avoir failli disparaître, la marque connaît aujourd'hui une seconde vie. Relancée par des capitaux privés, une gamme élargie à un même site de production, mais modernisée. Evelyne Yon travaille chez Florena depuis 1975. Elle a traversé les deux époques.
Elle a connu ce temps où les ouvriers étaient les héros affichés du régime, où il n'y avait officiellement pas de chômage, où l'usine était le foyer obligé de la vie socialiste. Tout n'était pas aussi automatisé à l'époque. Beaucoup de travail se faisait manuellement. C'était éprouvant physiquement. Mais il y avait un plus grand sens de la solidarité entre collègues. Ça, c'était formidable. Du temps de la RDA, on était organisés en brigades. Et grâce à ces brigades, on faisait plein de choses ensemble, en dehors du travail. L'embrigadement, renié et démantelé, laisse 20 ans après le regret d'une vie plus conviviale. Fêtes, sports, sorties, tout était consigné par les brigades dans leur registre annuel. Beaucoup de ces livres ont été jetés. Evelyn Yohn a exhumé les derniers de chez Florena. Il nous manquait beaucoup de choses en ce temps-là. Mais quand je feuillette ce livre, je me rends compte que ce n'était pas uniquement un temps de pénurie. C'était aussi une belle époque, où tout n'était pas si mauvais. Le 8 mars, la journée de la femme. Ça n'existe plus vraiment. Il y a bien la journée internationale de la femme, mais on ne la fête plus de la même façon. Les femmes ne sont plus honorées comme avant. Ihnen wird keiner den Wind aus den Segeln nehmen. Sie wollen leben, froh, glücklich, vernünftig, friedvoll. Avant, dans la RDA de sa jeunesse, la femme était l'égale de l'homme, et parfois plus. 9 sur 10 travaillaient. Il y avait des crèches pour leurs enfants, du temps pour les loisirs. Une époque douillette qui se termine avec la chute du mur en novembre 89. Une date où s'interrompt aussi le livre de la brigade. Sur la dernière page, il y a un article sur le droit nouveau de voyager. Et là, quelqu'un a écrit « On discute tous les jours de l'actualité. On se sent tous concernés par ces problèmes. Comment cela va-t-il continuer ? Qu'est-ce qui nous attend ?» Et voilà la fin du livre de la brigade. Après, malheureusement, il n'y a plus rien. Nous, les citoyens de l'ex-RDA, nous avons peut-être fait des erreurs à cause de la curiosité. Ainsi, on s'est demandé si la lessive de l'Ouest l'avait vraiment plus blanc, comme la pub le disait. Alors on l'a acheté et on a jeté la nôtre. Mais quelques années plus tard, moi j'ai repris mon ancienne lessive. Voici le mixeur RG28. Tout le monde avait ça chez soi. C'était le mixeur que les ménagères utilisaient. Il pouvait durer jusqu'à 30 ans. Un autre morceau d'histoire, un vrai classique. Son odeur rappelle à beaucoup leurs premiers jours d'école. Il ne m'en reste plus que 3. Quand je les aurai vendus, je n'en aurai plus. Ce coffret sent encore le parfum de l'époque. Le casque Perfect, fabriqué à Berlin dans sa version luxe. Magazine Ta Santé. C'est parce qu'en RDA, on buvait beaucoup. Un design typique, appliqué ici au lecteur de diapos. Et voilà la radio qu'on offrait pour la cérémonie d'entrée dans la jeunesse socialiste. Ça coûtait 700 marks, alors qu'un mois de loyer coûtait 70 marks. 700 marks pour la radio, 70 marks pour le loyer. Et aujourd'hui, ça vaut 40 €. Tout était au même prix, de Rostock à Berlin. Une production uniforme, un prix unique. Il y avait toujours des pièces détachées. On réparait tout, on ne jetait rien, c'était trop précieux.
Cette veste vient du Palais de la République. C'est l'uniforme du personnel. Le problème, c'est que je ne peux pas la laver. Sinon, elle se déforme et la couleur disparaît. C'est ça la qualité après tant d'années. Le magasin de Mario Schubert est comme le musée de son enfance. Il n'avait que 15 ans quand le mur est tombé. Sa RDA natale était un monde où l'on pouvait grandir heureux, malgré ses magasins vides, ses pénuries chroniques, sa technologie désuète et ses objets de pacotille. Un monde qui ignorait encore les bienfaits de la société de consommation. Le Palais de la République en forme au bao. Le Lego de la RDA. Un autre grand classique, une pièce rare. Dans mon village, sur 7000 habitants, il n'y avait que le fils du boulanger qui en avait un. Et tous les jours, il y avait 25 personnes chez lui. J'y ai joué des nuits entières. On était obligés d'être ensemble, c'est vrai. Mais les liens étaient plus étroits. Aujourd'hui, tout est plus égoïste. C'est chacun pour soi. Ça me manque un peu, cette vie en communauté. Les Poodies, c'était le groupe officiel. La bande-son de la vie quotidienne. Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Geh zu ihr, denn du lebst ja nicht vom Moos allein. Les Poodies. 5 garçons dans le vent d'Est, un groupe né dans les 60s en même temps que les Rolling Stones ou Johnny Hallyday. Formés dans les écoles de musique du régime, les Poodies ont gagné leur galon de star au bout de leur guitare. Idoles des jeunes de RDA, rebelles aux cheveux longs mais aux idées sages, ils furent le premier groupe autorisé à se produire à l'Ouest et à exporter le son rock du monde communiste. Aujourd'hui, les Poodies sont toujours là. Et ils se sentent aussi libres qu'ils l'ont été au bon vieux temps de l'Est. Tout le monde était plus ou moins libre, même si la plupart n'avaient pas le droit de quitter le pays. Mais on n'était pas contrôlé dans sa vie quotidienne. On n'était pas toujours obligé de faire attention à ce qu'on disait. C'était pas si dur que ça. C'est sûr que notre popularité nous a permis à l'époque de faire beaucoup plus de choses que d'autres personnes. Et puis cette popularité a grandi. Et aujourd'hui, elle grandit encore. Bon, là, faut qu'on y aille. On a un boulot à faire. Ganz toll. Es ist für mich eine Jugenderinnerung. Sind ja lange genug dabei. Ja, ist DDR-Kult. Avant, à l'Est, les gens étaient enthousiastes. Mais avec la réunification, ils ont voulu écouter d'autres choses. Et puis après, ils sont revenus vers nous. Ils se sont rendus compte qu'à l'Est, il y avait de la bonne musique.
Dans les années 60 et 70, même le mur n'arrête pas la vague musicale et libertaire venue de l'Ouest. Weißt du, wollen wir reingucken? Wir versprechen uns heute Abend mächtig viel. Mal ein bisschen Stimmung, junge Leute und viel Popmusik. La jeunesse communiste voulait du rock, on lui donnait les poudis. De la contre-culture intégrée au régime, placée à la tête de la section rock-musique du très officiel Comité pour les divertissements, et décorée par des dirigeants reconnaissants. À l'Est, les voies de la subversion devaient rester impénétrables. Nos textes étaient lyriques, philosophiques. Je pense que ça plaisait bien à l'Ouest. Et puis, en RDA, il y avait des tabous. On ne pouvait pas écrire sur le mur ou sur l'environnement. Mais grâce à nos textes, on pouvait dire pas mal de choses entre les lignes. Par exemple, notre chanson Icar était synonyme de liberté et d'évasion. Ou notre premier titre, Les portes s'ouvrent sur la ville, faisait allusion aux portes vers Berlin-Ouest. Tous les artistes ont eu recours à des métaphores. Pour faire passer un message entre les lignes, on n'avait pas le choix. On a grandi avec des ciseaux de censeur dans la tête. Chaque fois qu'on nous demande ce qui est différent par rapport à l'Ouest, nous disons les impôts. En RDA, les artistes avaient le privilège de ne payer que 20% d'impôts, quel que soit leur revenu. C'était simple et très bien pour nous. Nous avons dû nous habituer à un autre système d'impôts. À l'Ouest, ils sont bien plus malins. Ils savent comment ça fonctionne. Et pour nous, c'est plus dur. Hans-Joachim Wolfram, un autre revenant. Le Michel Drucker de la télévision est-allemande enregistre aujourd'hui sa 323e émission dans les rues de Dresde. 36 ans d'antenne, commencés en 1972, poursuivis après la réunification à la demande du public. Une popularité acquise au contact des gens qui l'interrogent pour répondre aux questions parfois loufoques du courrier des téléspectateurs. Inoxydable, Hans-Joachim Wolfram résiste à l'audimat comme il a survécu à la censure politique. Pendant 40 ans, de 1949 à 89, les gens ont vécu dans ce pays avec leurs joies, leurs soucis, leurs tristesses. Et ça, on ne peut pas le balayer. Quand on a un compagnon de route pendant tout ce temps, et je me considère comme un compagnon de route sympathique, on ne veut pas le perdre. On est content qu'il soit encore là. On lui reste fidèle jusqu'à la mort. Sogenannter Hundekuchen ist aufgrund seines großen Mineralgehaltes und seiner hydratischen Füllstoffe von großem Aufbauwert und kann zu jeder Tageszeit gefüttert werden. Dr. Heinz Liethatz in dem Artikel Hundehaltung neu 1957. Humour et vie quotidienne. La recette d'Hans-Joachim Wolfram lui garantissait une sorte d'immunité. Et je veux savoir si tu es aussi un peu curieux de savoir ce qu'il va demander maintenant. Ah oui, je suis très curieuse. Il pouvait se permettre d'interviewer Mireille Mathieu, une star de l'Ouest dans les rues de Berlin-Est, comme de flirter avec les tabous de la propagande. Devant les boulangeries, il y avait toujours de longues queues. Ça, on ne pouvait pas le montrer à la télévision. Mais un jour, quelqu'un nous pose la question, pourquoi le chant en canon n'est-il plus à la mode? Alors un matin,
on s'est rendu devant une boulangerie où une centaine de personnes faisaient la queue. Et on les a répartis en 3 groupes pour les faire chanter en canon. Réveillez-vous, réveillez-vous. C'était un spectacle incroyable. Il y a bien eu quelques critiques, mais on a pu tout de même diffuser. Les gens en RDA savaient très bien ce que l'on voulait dire par là. C'était la même situation qu'au cabaret. Il fallait être rusé pour pouvoir dire ce que l'on voulait dire. Bis zu unserer nächsten Sendung, so kurz vor Ostern, darf ich mich von Ihnen sehr herzlich verabschieden und bleiben Sie schön neugierig. Après 40 années de mensonges, la RDA continue à délivrer ses secrets les plus enfouis. Falco, Denis et Moritz font partie d'une association d'habitants qui a transformé en musée ce bunker, abandonné du jour au lendemain après la dissolution de l'armée de RDA. Ce bunker géant, 4 niveaux sous le sol, abritait le quartier général du contrôle aérien militaire. Une base ultra secrète, cachée dans une forêt près de la frontière tchèque. Un bunker qui n'existait sur aucune carte officielle, sauf celle de la Stasi. C'est la caserne de Kölpitz, là où se trouve le bunker. Falco, Denis et Moritz sont nés après la réunification. Ils font revivre une RDA qu'ils n'ont pas connue. Au milieu, c'est le portrait de Walter Ulbricht, le premier secrétaire du comité central, je crois. Et à côté, Erich Honecker. On a parlé un peu de ces gens-là à l'école, mais le sujet n'a pas vraiment été traité. En fait, on en parle surtout avec nos grands-parents. Ils nous racontent ce qu'ils ont vécu, et en général, ils en parlent de façon positive. À l'époque, il y avait moins de gens très riches, et tous les autres étaient égaux. Les richesses étaient distribuées de façon équitable. Il y avait une justice sociale. C'est pas comme aujourd'hui, où il y a des familles démunies, dont les enfants n'ont pas de grande chance. Moritz, hörst du mich? Dad, ich verstehe dich. Gut, funktioniert. Furchtbar. Affreux. Furchtbar. Affreux. Plus personne ne devrait porter cela, sauf pour le tournage d'un film. En vérité, je ne veux pas comparer la RDA avec le Troisième Reich, mais la RDA était un chapitre sombre dans l'histoire allemande. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Hans-Günther Hilge incarne la schizophrénie de l'Allemagne réunifiée. Il est né à l'Est, mais il a grandi à l'Ouest, car ses parents voulaient l'élever loin du communisme. Il aime son village de l'Est, où il retournait tous les étés voir sa famille, mais il déteste la RDA, dont il collectionne pourtant les objets et les symboles. Plus de 6600 reliques, accumulées frénétiquement lors de ses visites annuelles. J'ai ramassé tous ces objets car je les trouvais vraiment très moches. En Allemagne de l'Ouest, on avait déjà cela en 1950. En RDA, ils avaient les mêmes en 1985. Je les ai collectionnés car j'étais sûr qu'un jour, la RDA n'existerait plus. Un tel pays avec une économie aussi lamentable ne pouvait pas exister éternellement.
Il fallait 6 semaines pour faire développer les négatifs et les photos couleurs ne gardaient pas les couleurs. Hans-Günther Hilge est revenu habiter à l'Est, dans la maison de son enfance. Il a voulu exposer sa collection aux habitants de son village. Mais ces objets que lui trouvent si laids, eux les trouvaient beaux. Déçu, il a rangé sa collection au grenier. Les gens se moquaient de moi. Ils disaient « Vous ne savez rien de la RDA, car vous avez vécu pendant 40 ans en Allemagne de l'Ouest ». Je leur répondais que je la connaissais mieux qu'eux, car j'avais traversé la frontière qu'eux n'avaient jamais traversée. C'était le pire, le côté le plus inhumain de la RDA. On n'y est pas traité comme un être humain. La RDA était la plus grande prison du monde. On ne pouvait pas en sortir sans être tué. Der Spezialist öffnete mittels Nachschlüssel das Buntbartschloss um 9:10 Uhr. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers und fertigten, wie auch in den anderen Zimmern, zuerst Übersichtsaufnahmen mit einer Polaroid-Kamera. Ce pays prison avait ses gardiens, les agents de la Stasi, la police politique. Rien qu'à Berlin-Est, ils étaient 50 000 pour 1 million d'habitants. La Stasi pouvait entrer chez vous, fouiller votre intimité, briser votre vie, vous envoyer en prison pour un simple soupçon de dissidence. La prison de Hohenschönhausen n'était indiquée sur aucune carte de Berlin-Est. Un trou noir où la Stasi enfermait les dissidents et les candidats à l'immigration. Reinhard Fuhrmann a été emprisonné ici de longs mois en 1972. Jeune étudiant, il avait tenté en vain de fuir la RDA. Aujourd'hui, il est guide. Il fait visiter la prison à un groupe de lycéens venus d'une petite ville de l'ex-RDA. 200 cellules exiguës, des lits en bois, des prisonniers soumis à une torture psychologique systématique. Vous savez qu'on surnomme Berlin une mère de maison. Nous, les prisonniers, on disait qu'ici, on était dans le sous-marin, au fond de cette mer. Comme dans un sous-marin, on n'éteignait jamais la lumière. Les cellules étaient toujours éclairées. Quand j'étais en prison, j'ai pris du poids à cause du manque de lumière du jour et du manque de mouvement. J'en suis sorti boursouflé, avec la peau toute blanche. On pouvait se lever, on pouvait bouger un peu, mais il n'était pas question de grands mouvements. Il n'était pas question de faire des pompes, par exemple, c'était interdit. Moi, je me demande toujours pourquoi des gens ont fui et d'autres pas. Je voudrais comprendre pourquoi, avant la construction du mur, 2 millions de personnes sont parties. Pourquoi voulaient-ils absolument fuir ? Le problème, c'est que les profs qui ont vécu cette époque pensent que nous savons déjà tout, alors qu'on ne l'a pas vécu et on ne sait rien. De toute façon, c'est pareil avec nos parents. Ils n'en parlent pas parce qu'ils pensent que c'est superflu. Ich denke, viele Leute, die so diese Nostalgie haben und so, nicht? Beaucoup de gens qui ressentent de nostalgie se rappellent du temps de leur belle jeunesse, de l'époque où ils étaient en bonne santé, amoureux, et ils en oublient tout le reste. Je comprends ça. Moi aussi, j'aimerais bien retrouver ma jeunesse. Mais sinon, je pense que la RDA est une expérience dont l'Allemagne aurait vraiment pu se passer. Et le monde aussi, d'ailleurs. Erich Honecker. Mit allen Menschen wollen wir für alle Menschen die sozialistische Gesellschaft. La RDA appartient maintenant à l'histoire, comme Erich Honecker, son dernier dirigeant, mort peu après la réunification. Alles, was wir tun,
Horst Riesmann, son sosie, le ressuscite. Durant toute sa vie à l'Est, il n'aurait jamais osé imiter le tout-puissant secrétaire général d'un parti communiste auquel lui-même a toujours refusé d'adhérer. Aujourd'hui, à la télévision ou lors de soirées nostalgiques, il offre à Honecker une seconde carrière dans un parti révolutionnaire, le parti de l'humour. Bien sûr, beaucoup de choses en RDA n'étaient pas comme elles auraient dû être. Mais malgré mes nombreux déboires, je ne ressens aucune envie de vengeance. Aus Anlass des 58. Jahrestages der Gründung der DDR bin ich extra für Sie auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, um Ihnen im Auftrage des ZK, der SED, dem Zentralkomitee der Sozialen Einheit Deutschlands und der Regierung der DDR, der Deutschen Demontierten Republik, die herzlichen Kampfesgrüße zu überbringen.